22h03, donc on va procéder à l'appel. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, Aju Chantal, présent. Anibaldi René, Arbona Daniel, André Hazard, présent. Azili Gérard, excusez, Boval Yves, présent. Bensalama Chania, excusez. Besnaïnou Jacques, Bétusi Evelyne, Caroténuto Claude, Cordier Monique, Nanjo Sandrine, Datilo Gérald, en retard, il ne devrait pas taper. René Debord, Delage Jean-Claude, pouvoir à M. Miron, Delaval Françoise, Ginocera Magali, Dudiezer Cédric, Sandra Duguet, Farkas Monique, Gallo Caroline, Garcia Sylvestre, Georgie Vincent, Grac Elodie, excusez. Arouche Karine, pouvoir à M. Majo. Erzala Karine. Ondamiar Marion. Elle va sûrement arriver. Orsepian Garo, pouvoir à M. Marie. Samy Joshua. Dany Lamy. Le Louis Gisèle. Macalito Marie-Laurence, pouvoir à Mme Cordier. Majo Antoine. Marshall Jean-Michel, Marie-Stéphane, Florence Massazibizé, Georges Maury, Miron Richard. Bonne fête, monsieur Miron. Merci. Ah oui, bonne fête, c'est vrai. Moustachia Marie, Patriti Séverine. Ça marche. Ponceramad Michel, Rabia Paul, Présent. Stéphane Rabier, Marie-Bonne Rivière, Rodriguez Nadja, Sicard Caroline et Vincent Vendredi, pouvoir à M. Monti. Alors, ceci étant fait, mesdames et messieurs, avant de passer au vote, à l'approbation du compte rendu in extenso et à l'examen de l'ordre du jour, vous n'ignorez pas qu'un abominable attentat a encore une fois de plus, une fois de trop, malheureusement, frappé notre pays en son cœur il y a quelques jours. Un attentat qui a fait 4 victimes. 4 victimes qui se rajoutent donc à la longue liste qui existe déjà. Leur vie a été volée, là encore, par un individu abject et porteur d'une idéologie répugnante. La mairie de secteur a donc mercredi 28 mars rendu un hommage à ces victimes. Mais en signe de solidarité avec les familles et en la mémoire d'Arnaud Beltrame, de Christian Medvès, d'Hervé Sosna et de Jean Mazière, je vous demande de vous lever afin d'observer une minute de silence ici. Je vous remercie. Bonjour, monsieur Latito. Alors, avant de regarder donc le premier rapport, je voulais vous demander si vous aviez des observations sur le compte rendu, sur le procès verbal in extenso du dernier conseil d'arrondissement. S'il n'y a pas de prise de parole, donc je vous demande donc d'approuver ce procès verbal. Et je vais donc maintenant laisser la place à mon premier adjoint, M. Dudiezer, pour la présentation du compte d'exécution. Monsieur Dudiezer, je vous en prie. Bien, monsieur le sénateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vais donc vous présenter le rapport 1809 qui concerne l'état spécial du 7e groupe d'arrondissement pour l'année 2017.
Je rappelle rapidement que le compte d'exécution rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes. Il présente les résultats comptables de l'exercice écoulé et vous est soumis pour approbation et arrêt définitif à l'issue du vote. Il comprend deux sections. La section de fonctionnement qui retrace toutes les opérations de dépenses nécessaires à la gestion courante et régulière de la mairie. La section d'investissement qui retrace les dépenses liées notamment aux travaux et acquisitions sur nos équipements transférés. Les recettes allouées à cette section sont les fameux 2 € par habitant. Somme dont nous sommes, je pense, tous ici d'accord, et ce sujet a d'ailleurs déjà été évoqué les années précédentes, pour dire qu'elle est largement insuffisante, surtout pour un secteur comme le nôtre. Mais tant qu'il n'y aura pas de changement de gouvernance à la mairie centrale, je pense qu'il y a malheureusement peu d'espoir que cette situation évolue et s'améliore. Je pense qu'il est donc inutile de digresser pendant 1 heure sur cette question que nous sommes condamnés à subir pendant 2 années encore. J'en viens donc maintenant aux chiffres qui nous intéressent pour l'année 2017. Donc je commence par la section de fonctionnement. La dotation allouée a été de 2 852 402 € pour l'année 2017. Le report de 2016 était de 2 197 516,35 €, ce qui nous donnait donc en recette pour 2017 une somme de 5 049 918,35 €. Nous avons dépensé en 2017 2 962 277,82 €. Somme à laquelle il convient de rajouter les dépenses engagées mais non mandatées pour un montant de 1 139 615,74 €. Ce qui nous fait un total de dépenses réelles pour l'année 2017 de 4 101 893,56 €. Et cela nous donne un report réel disponible pour 2018 de 948 024,79 €. Voilà, vous avez le droit de respirer 2 minutes et je refais la même chose pour la section, cette fois-ci, investissement. Donc la dotation allouée pour 2017 était de 306 326 €, auquel il convient d'ajouter le report de 2016, à savoir 644 052,50 €. Cela nous faisait en recette donc pour 2017 952 378,50 €. Nous avons dépensé 701 187,32 €, somme à laquelle il convient là aussi d'ajouter les dépenses engagées mais non mandatées de 89 078,86 €. Ce qui nous fait un total de dépenses réelles pour l'année 2017 de 790 266,18 € et un report disponible réel pour 2018 de 160 112,32 €. Pour l'année 2017, nous avons donc ainsi des taux de réalisation respectivement de 81,2% pour la section de fonctionnement et de 83,2% pour la section d'investissement. Ces taux très satisfaisants figurent parmi les plus élevés de ces 9 dernières années. Je tiens à remercier Madame le maire Sandrine Tangio, son prédécesseur Stéphane Radier, l'ensemble des élus de la majorité, le cabinet du maire, Monsieur le directeur général des services, ainsi que l'ensemble des fonctionnaires de la mairie qui, par leur travail et leur engagement au quotidien, ont permis d'atteindre ces objectifs. Loin cependant de nous endormir sur nos lauriers, ces résultats nous encouragent au contraire à poursuivre nos efforts et même à les amplifier afin d'être encore plus performants les prochaines années. Cette saine gestion, loin des pratiques clientélistes de notre temps, est la traduction comptable de la politique mise en œuvre depuis maintenant 4 ans et dont les piliers sont l'écoute, la proximité et la réactivité. Réactivité que nous avons voulu encore plus grande malgré les faibles moyens alloués à la mairie de secteur et qui nous a amené à créer la brigade d'intervention de proximité. Composée de 2 agents, cette unité est chargée d'intervenir avec rapidité sur simple signalement de nos administrés pour tout problème de type encombrant, désherbage ou petite réparation. Nous avons, lors de cette année, apporté une attention particulière au sport, avec de grands événements comme le Challenge Boxing, la Soirée des Champions ou le Festival de la Capoeira, dont je vous invite d'ailleurs au passage à participer à la prochaine édition qui aura lieu ici même le week-end prochain. Les écoles restent bien entendu une de nos priorités et nous nous faisons un devoir d'être présents à tous les conseils des 96 écoles de notre secteur.
La jeunesse et les enfants sont d'ailleurs au cœur de notre action. Nous avons en 2017 renouvelé le spectacle de Noël au Palais des Sports au profit de 4500 personnes. Nous avons distribué pas moins de 20 000 bouteilles de Noël dans les écoles de notre secteur. La deuxième édition de la cérémonie des lauréats a à nouveau connu un franc succès. Enfin, nous finançons de multiples projets éducatifs avec les écoles, théâtre, arts plastiques, danse, judo, tir à l'arc, tennis, escalade, rencontres chantées départementales, visite du moulin à huile de Château-Gombert, mais aussi les défis de jardin, pour ne citer que. Les seniors n'ont pas été oubliés non plus, et grâce à notre club La Fleur de l'Âge, ouvert à tous les habitants de notre secteur sous condition d'âge, ce sont à ce jour plus de 1900 personnes qui ont pu profiter de sorties et de thé d'enfants pour la plus grande joie de nos aînés si injustement maltraités par le gouvernement actuel. Nous continuons à soutenir la programmation culturelle des jeunes publics de notre secteur, et notamment l'espace culturel Frévalon et l'espace culturel de la Pucerie. Nous assurons bien entendu le bon fonctionnement quotidien de nos centres aérés, ainsi que l'entretien de nos équipements transférés. Nous avons inauguré en 2017 le jardin Beaujard à Saint-Just, le stade Mouret, ainsi que le plateau sportif de la Croix-Rouge. Nous avons financé une pergola dans le centre d'animation de Château-Gombert, des pelouses synthétiques dans le parc du centre aéré de la Bastide et celui de Château-Gombert, ou encore des clôtures pour les jardins Richard à Saint-Gabriel et Sinon-Célie à Bon-Secours. Nous avons investi pour la sécurisation et la mise aux normes de nos jardins et espaces verts, ainsi que la réhabilitation et l'entretien de nos centres d'animation. Enfin, de grandes manifestations populaires ont été organisées tout au long de l'année, comme les médiévales, les marseillaises, les estivales, le ciné-été de plein air, le festival antillais, le village de Noël, ou encore le concert de Michel Thor et les représentations des humoristes marseillais Anthony Joubert et la Zile du Panier, cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive. Notre action en matière de communication et d'information est en train de monter en puissance. Nous reconnaissons sur ce point que nous aurions aimé aller plus rapidement. Mais nous avons subi des contraintes techniques et administratives et surtout, nous ne possédons pas en la matière les moyens et la latitude d'une vraie mairie de plein exercice qui nous aurait permis de disposer rapidement des ressources nécessaires à cette mission. Le fait est que dorénavant, nos administrés ont à leur disposition un magazine, une page Facebook et un site internet sur lesquels ils peuvent retrouver toutes les informations pratiques concernant leur quartier, comme les modalités des enquêtes publiques, les comptes rendus et vidéos des conseils d'arrondissement, les travaux de voirie et tout un tas d'autres informations pratiques. En matière de voirie, justement, notre programmation 2017 a, comme chaque année, tenu compte des demandes exprimées par les habitants et des besoins de mise en sécurité de notre secteur. Sans pouvoir bien sûr énumérer toutes nos réalisations en ce domaine, citons par exemple les aménagements sécuritaires devant l'école Saint-Mathieu, ou encore la réfection de chaussées et la pose de ralentisseurs sur le chemin de Tour-Sainte. Nous sommes par ailleurs fiers d'annoncer la réalisation, dès la fin de cette année, de 2 projets d'envergure pour notre secteur et pour lesquels nous nous sommes battus dès notre élection. Le barreau de liaison Barra-d'Albret à Château-Gombert et le parking Laferrage aux Olives d'une capacité de 57 places. Enfin, je terminerai cette présentation en évoquant l'honneur et la fierté que nous avons eu d'organiser 2 soirées caritatives au profit des sinistrés de la tempête Irma aux Antilles. Soirées qui ont permis de récolter la somme de 5 100 €. Voilà, mes chers collègues, j'en ai terminé avec la présentation de ce compte d'exécution et des actions de notre mairie pour cette année 2017. Actions qui, comme vous pouvez le constater, sont nombreuses, diversifiées, de qualité et s'adressent à l'ensemble des administrés de notre secteur. Je vais donc maintenant, bien entendu, laisser la parole à toutes les personnes qui voudront la demander. Je vous demanderai d'être le plus concis possible. Je vous rappelle que nous avons à l'issue de ce rapport 20 autres rapports à examiner. Donc, si vous pouvez éviter de passer 1 heure sur celui-ci. Voilà. Donc, Monsieur Miron, oui, je vous en prie. Oui, Monsieur le Premier adjoint, Mesdames, Messieurs, précision. Je l'ai déjà entendu ici, mais aussi ailleurs. Vous dites que les mairies de secteur bénéficient d'une dotation de 3 € de 2 € par habitant, et que celle-ci serait le fait de la mairie centrale. Je rappelle que ce n'est pas du tout le fait de la mairie centrale, ça c'est une loi qui s'appelle la loi Paris, Lyon, Marseille, qui attribue des dotations financières. Et donc, écoutez, moi je vous invite à saisir les parlementaires de tous bords, si vous souhaitez le faire modifier. Il y a un sénateur ici présent, il y a des députés
dans notre ville. Il y a d'autres sénateurs, je crois qu'il faut les saisir. Et puis, vous savez, depuis le temps que je le répète, ça, chaque fois que quelqu'un comme vous qui intervenez sur ce point avec cette contre-vérité, j'ai jamais vu des parlementaires faire une proposition de loi qui demande justement la modification de ces 2 euros. Écoutez, vous avez tous à le faire, tous les parlementaires, et s'il y a des choses à signer, je suis certain qu'ici tous, nous serons de concert très heureux de demander à ce que la modification financière de la loi Paris-Lyon-Marseille se fasse et que ça soit plus de 2 euros, peut-être un peu plus. Mais d'après ce que j'ai entendu, les modifications prévues, ce n'est pas tout à fait celle-là. Merci, M. Néron. Si d'autres demandent la parole, M. Maggio. Oui, M. Diozer. Le Front National, parti auquel vous appartenez, manifeste la volonté, je n'y suis plus, ça ne nous aura pas échappé, manifeste la volonté, une volonté de rupture avec ses errements, ses échecs et son passé. Pourtant, à la lecture de ce code administratif, j'ai 2 noms qui me viennent en tête. Jean-Marie le Chevalier, pardon, et Daniel Simon-Pierre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on a affaire au système le plus clientéliste, le plus opaque et surtout le plus mal géré. Alors, c'est l'arbre qui cache la forêt, ce compte d'exécution, et moi j'ai envie de dire le carburant qui cache le divers. Un divers qui est aujourd'hui à 1 532 000 euros, vous venez de le dire, pour un budget, pour des dépenses de fonctionnement à 4 200 000 euros l'année dernière. C'est-à-dire plus du tiers. Plus du tiers des dépenses de fonctionnement en divers. Je vous laisse imaginer un peu la somme colossale que ça représente. Mais je vais revenir sur le carburant tout de même, parce qu'il ne m'aura pas échappé peut-être à certains d'entre vous ici, que je mène une enquête des plus approfondies sur le budget carburant de cette mairie d'arrondissement. Un budget carburant d'ailleurs qui avait éveillé mes soupçons l'an dernier avec 9 500 euros et qui aujourd'hui s'élève à plus de 13 000 euros. Donc on se pose la question, on se demande pourquoi un montant aussi astronomique. Alors, j'ai saisi la CADA, j'ai saisi la commission d'accès aux documents administratifs, et puis j'ai été comme par hasard convié à une table ronde dans cette mairie d'arrondissement. J'ai été convié, vous avez envoyé dans cette table ronde les casques bleus, ce que j'appellerais les casques bleus, c'est-à-dire les fonctionnaires, en l'occurrence monsieur le directeur général des services et monsieur le directeur des finances pour présenter ces documents. Il n'y avait aucun élu de votre majorité qui était présent ce jour-là. On reconnaît là le courage de votre parti. Il est vrai que j'ai connu certaines réunions de groupes dans lesquelles le Front National manifestait plus de courage et était quelquefois plus bavard. Ça n'était pas le cas ce jour-là. Donc on m'a présenté les fameux documents. Alors ça a été vite réglé. On m'a présenté les documents que j'avais demandé, non pas du tout, rassurez-vous. On m'a présenté ce que j'appellerais des torchons. C'est-à-dire on s'est contenté de m'indiquer le nombre de cartes carburant de la mairie d'arrondissement. Ce sont des cartes, vous savez, que le prestataire total, il y en a 6. Ils sont au nombre de 6. Et on m'a présenté les factures de carburant. Alors je vous montre ce qu'on m'a présenté avec ces factures. Là par exemple, c'est un relevé de quinzaine, c'est tous les 15 jours les factures. J'ai 1045 euros de carburant au 31 octobre, c'est-à-dire du 15 au 31 octobre 2016. 1045 euros de carburant pour 15 jours. C'est juste 16 pleins de carburant, c'est pas grand-chose. Alors, j'ai essayé de creuser, mais là, Madame Mustachère m'a fait remarquer, on ne peut pas creuser. Parce que dans chaque facture que vous m'avez donnée, il manque juste la page 3 et la page 4, c'est-à-dire le relevé avec le détail. Le relevé dans lequel est inscrit ceux qui ont mis le carburant. À quelle station ils ont mis le carburant? Avec quelle immatriculation de véhicule ils ont mis le carburant? Et surtout, à quelle date et à quel moment ils ont mis le carburant et pour quelle mission? Donc avec tout ça, je pouvais faire une enquête approfondie. C'est évident. Sauf qu'on n'a pas laissé la réalité. Parce qu'il y a certainement là-dessous quelque chose à cacher. Alors évidemment, de ça, je ne peux rien en faire. Malgré tout, je me suis quand même amusé à faire le calcul et à les additionner, puisque vous m'avez donné celle de toute l'année 2016. Et quand je les additionne, je m'aperçois que je ne suis pas à 9 500 euros comme c'était inscrit dans votre compte d'exécution. Je suis à 14 000 euros.
Alors où sont les 4500 € qui manquent? Où est l'argent? Où est l'argent du contribuable? Moi je crois savoir où il est. Il doit être dans la ligne d'hiver. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de tampon sur les factures. Et on ne nous a pas présenté les mandatements. Et vous savez que lorsqu'on présente les mandatements, il y a la ligne budgétaire à laquelle la somme doit être inscrite. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, nous ne les avions pas vus. Alors, évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que je connais le fonctionnement de votre mairie. Concernant les cartes carburant, d'ailleurs, il y en a 6. Je sais qu'il y en a une pour Madame la directrice de cabinet et pour Madame le maire, ce qui est tout à fait normal, ainsi que pour Monsieur le DGS. Je vois qu'il y a une carte carburant cabinet. Non pas directrice de cabinet, mais cabinet. Pourtant, sauf erreur de ma part, le cabinet est composé de 2 personnes. Ce sont 2 secrétaires constamment coincés en mairie pour travailler. Donc, enfin, 2 secrétaires. Je crois qu'il y en a une des 2 qui était aussi assistante parlementaire, mais ça, j'y reviendrai, c'est un autre sujet. Donc, à quoi correspond cette carte cabinet? Qui a consommé ces montants-là? Voilà mes questions, M. Dugezer. Alors, nous avons pris la décision de ne pas nous rendre au rendez-vous au prochain rendez-vous que vous nous proposez pour étudier cette fois-ci l'année 2017, c'est-à-dire le rendez-vous que M. le DGS nous proposait en date du 20 avril. Avec Mme Mustachia, nous allons nous pencher aussi sur la ligne d'hiver, parce que là, je pense qu'on a tiré le début de la pelote de laine, mais bientôt on va pas tarder à voir la suite. Alors la suite, je la connais, hein, tout le monde la connaît. La suite, c'est les toasts au foie gras pour essayer de faire des électeurs au début janvier, pendant les vœux. La suite, ce sont les sorties clientélistes et électoralistes pour les personnes âgées, au lieu de mettre en place des actions, notamment en faveur de la santé, par exemple, de l'action sociale, pour les plus jeunes aussi, parce qu'on est dans un arrondissement, il faut bien le dire, dans 2 arrondissements où la population est très jeune, M. Dugezer. Donc voilà, on va mettre la main sur tout ce système opaque et on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, je viens de vous dire que nous allons monter en puissance, M. Dugezer. Vous ne voulez toujours pas nous donner les détails. Alors, nous continuerons les procédures avec la CADA, mais cette fois-ci, on va saisir la Cour des comptes. On va saisir la Cour des comptes parce que c'est notre mission, c'est notre mandat. Nous avons été élus pour ça, M. Dugezer. Et on va montrer au grand jour aux contribuables qui vous êtes. Ce que vous prétendez d'un côté et ce que vous faites de l'autre. Ceux qui prétendent apporter des solutions contre le terrorisme, mais qui aujourd'hui ne montrent pas où va l'argent. Voilà ce qu'on va montrer aux contribuables, M. Dugezer. Et vous savez, j'aimerais conclure avec une citation de Georges Maury. Vous voyez, il m'inspire, Georges. Je me dis, à l'époque, il avait un proverbe berbère. Il disait, avec l'accent en plus, il arrivait à bien le dire, il disait tu travailles dans le miel, Bessif, tu goûtes le miel, il disait. Alors voilà, alors j'aimerais conclure justement en rendant hommage à ce proverbe-là, d'ailleurs en parlant de Georges Maury. Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce qu'on est relativement inquiet, j'aimerais savoir comment il va. J'ai jamais été trop proche personnellement avec M. Maury. Votre copain, on s'est bien lié. Bonjour. Vous avez fini, c'est bon? Moi j'avais demandé d'essayer de faire photo, c'est bien, M. Macho. Je vais être plus long, monsieur Dugezer. Oui, ça va entendu là, ça va aller. Voilà, écoutez, vous critiquez ce parti auquel vous appartenez encore il y a peu, qui vous a permis quand même d'être élu, je le rappelle ici, pour éviter aux incendiaires. Nous avons bien vu votre résultat lorsque vous vous êtes présenté justement sans le soutien de ce parti. Vous avez été, rappelez-moi combien, 364 voix. Voilà ce que vous représentez, monsieur Macho. 364 voix sur l'ensemble du secteur. Alors, ne vous embêtez pas du tout, monsieur Macho, vous avez demandé des renseignements par rapport à ce carburant. Je rappelle que ce carburant, d'ailleurs, auparavant, il était noyé dans la ligne fluide. C'est nous qui l'avons fait ressortir. C'est ce qui nous a permis de voir les consommations de ce carburant. Voilà. Après, les lignes de la mairie, ce n'est pas nous qui nous les faisons. Les lignes budgétaires, voilà, ce n'est pas les mairies secteurs, c'est les lignes budgétaires qui sont imposées par la mairie centrale. Vous avez demandé un rendez-vous. Nous avons donné ce rendez-vous. Je rappelle que vous avez eu rendez-vous quand même avec monsieur le directeur général des services et monsieur le directeur financier. C'est quand même pas rien. Alors je sais qu'apparemment vous faites peu de cas de l'administration et des fonctionnaires. On voit le mépris que vous avez pour les institutions et pour les fonctionnaires. Bon, le directeur général des services et le directeur financier, c'est pas rien. Vous n'avez pas été reçu par n'importe qui quand même. Ah ben il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas été convoqué. Vous ne m'avez pas envoyé de lettre. Je n'ai pas reçu de lettre.
Voilà, oui, pas de souci. Tu as mon numéro d'ailleurs, Antoine, tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer des textos si tu veux m'avoir, pas de souci. Déjà, c'est vous, Voilà, oui, pas de souci, peut-être pas. Et donc, nous vous avons donné ce rendez-vous auquel vous êtes rendu. Vous avez, à partir de là, demandé des précisions complémentaires. Monsieur le directeur général de service vous a donné un deuxième rendez-vous pour vous donner toutes les précisions complémentaires que vous souhaitez le 20 avril. Si vous ne souhaitez pas vous rendre à ce rendez-vous, libre. Vous avez demandé des précisions complémentaires. On vous a donné un rendez-vous le 20 avril. Vous n'avez qu'à venir le 20 avril. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Marie? Oui, monsieur le premier adjoint, donc j'essaierai d'être un peu plus bref. Donc je note effectivement que vous avez un taux de réalisation relativement conséquent. Je connais toute la difficulté de l'exercice pour avoir été pendant deux mandats premier adjoint aux finances. C'est vrai que les taux de réalisation varient souvent en fonction de la disponibilité souvent des services techniques. Quand vous avez une période de 5-6 mois où il manque un ingénieur ou un technicien, c'est compliqué après de rétablir. Mais là, je prends acte que le taux de réalisation est satisfaisant. Ce qui me gêne, comme M. Majot, c'est quand même l'opacité. Alors, je sais très bien que la présentation, c'est une présentation standard, que toutes les mairies ont, que ce soit les mairies de secteur, les mairies de plein d'exercice, mais il serait de bon temps de pouvoir détailler les lignes diverses. Je rappellerai quand même 740 892 € sur une ligne diverse et une autre 1 041 000. Donc je sais que c'est des prestations de service pour être adjoint à nos finances. Prestations de service quand vous organisez des fêtes, des manifestations, des prestataires de services pour les centres d'animation, mais il serait quand même de bon ton pour la transparence avec ce conseil d'arrondissement et nos concitoyens de nous indiquer le détail en fait, de l'analytique, avoir une petite annexe analytique qui détaille les montants. Je note également, et là c'est une question que je vous pose, je vois qu'au niveau des crédits annulés sur les lignes entretien de terrain, il y a plus de 141 000 € de crédits annulés. Ce qui veut dire que vous avez a priori sous-évalué lors du budget le montant du budget nécessaire pour l'entretien des terrains. Également au niveau entretien et réparation bâtiments publics à la page 13, excusez-moi, de l'état spécial. Je vois également qu'il y a 84 000 € de crédits qui ont été annulés. Donc c'est des sommes relativement conséquentes. Je vois que sur les fameuses lignes d'hiver, vous étiez moins trompé, puisque c'est moins de 10% de crédits annulés, alors que pour les deux autres lignes, c'était plus de 20%. Donc si vous pouvez nous donner quelques explications là-dessus. Et je terminerai en disant, peut-être que je suis un peu jaloux de M. Majot, parce que M. Majot, lui, vous lui accordez un rendez-vous pour le détail de facture. Moi, je vous ai sollicité depuis 2 ans pour avoir le détail des montants des prestations des vœux. Je pensais que, même remarque, dans le cadre d'une petite annexe analytique, vous pourriez indiquer le détail des dépenses et jouer la transparence. Là aussi, M. Majot a souvent évoqué les budgets mis en œuvre pour les seniors, donc ça c'est votre choix politique, vous avez tout à fait le droit d'axer la politique de la mairie de secteur sur les seniors. Donc il serait intéressant vous avez donné le nombre d'adhérents de ce club de seniors, donc ce serait intéressant de savoir le budget dépensé tout au long de l'année, ce qui est votre responsabilité, il n'y a pas de souci, mais ça serait intéressant de juger le pourcentage que vous accordez sur cette tâche. Je vois également que vous avez critiqué dans vos propos la mandature précédente, mais vous avez repris beaucoup de manifestations que nous avions mis en œuvre. Le challenge boxing, c'est pas vous qui l'avez inventé. Les goûters aux écoles, vous ne l'avez pas inventé. La soirée des sports, vous ne l'avez pas inventé. Le spectacle de Noël, vous ne l'avez pas inventé. Donc vous êtes mis dans vos pantoufles sur beaucoup de manifestations, ce qui veut dire que c'était pas quand même pas si mal que ça. Donc voilà, si vous pouviez faire jouer un peu plus de transparence dans les semaines à venir, on ne va pas vous demander pour la seconde le détail, mais pour le prochain conseil d'arrondissement, il serait de bon ton d'avoir une petite annexe, un petit tableau de bord pour nous expliquer le détail de ces lignes diverses pour la transparence que vous devez sur l'argent public. Merci pour votre attention. Merci M. Marie. M. Joshua. Ce sera encore plus rapide, monsieur l'adjoint. L'autocongratulation, c'est la règle du genre. Maintenant, vous savez très bien, comme nous le savons tous, que votre vrai bilan sera donné par le vote populaire dans 2 ans. Donc, nous verrons bien si ce que vous dites correspond au sentiment de la population ou ne correspond pas. Donc, on va polémiquer là maintenant, on verra bien. Bon, je vous rappelle simplement que les demandes de M. Marie, à chaque fois, on me dit qu'il a été au service de Stéphane Marie, mais c'est vrai que je suis étonné
qu'il faille tellement de fois demander cette chose-là pour que vous lui répondiez. Enfin, c'est une affaire entre lui et vous, on verra. Je vous rappelle, et je ne le connais pas pour vous, que depuis le tout début, nous ne nous engageons pas sur les questions financières que vous apportez, de manière, parce que nous ne faisons pas confiance, mais ça permet aussi de faire en sorte que, quand il faudra tirer le bilan, vous n'ayez pas mis le coup qui doit dans ces discussions et les questions que vous avez. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention? Et alors nous allons pouvoir passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Le groupe Marseille en avant ne prend pas part au vote. Et M. Joshua, le front de gauche, non plus. Prend pas part au Vous vote. n'avez pas dit contre, monsieur le président. Vous n'avez pas demandé les comptes. C'est pas un souci. Vous n'avez pas dit contre. Oui, donc j'allais demander, j'ai Véran a dit qu'il ne prenait pas part au vote, et je lui ai demandé donc qui est contre. Et M. Rabia ne prend pas part au vote. M. Rabia ne prend pas part au vote, et donc nous sommes très mal chaud. Très bien, donc le rapport est adopté. Je vous remercie. Et je recèle bien volontiers la place à notre maire, Madame Maggio, pour la suite du conseil d'arrondissement. Vous ne répondez pas. Donc vous ne répondez pas aux questions. Monsieur Marie, vous savez, vous l'avez dit vous-même, vous avez été adjoint aux finances, donc vous savez très bien que dans la ligne d'hiver, je vais expliquer qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, de l'évaluation. Vous pouvez demander un rendez-vous, on vous donnera, et on n'a absolument rien à cacher, il n'y a pas de souci, on vous donnera toutes les précisions nécessaires sur ce que contient cette ligne d'hiver. On ne sera pas au courant, nous non plus, si vous demandez des rendez-vous privés. Je vous enverrai un mail. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein, comme vous savez vous-même que dans cette ligne d'hiver, effectivement, La transparence, c'est la transparence. on comprend beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, c'est pas nous qui faisons les lignes budgétaires. Non, mais attendez. Moi, j'aime bien avoir des rendez-vous privés pour sonner la transparence. On a fait la transparence. Alors, nous allons donc pouvoir poursuivre les rapports qui sont à l'ordre du jour. Donc, deuxième rapport, rapporteur M. Garcia. Madame le maire, monsieur le sénateur, mes chers collègues, pauvre gymnase de Suzini, ce gymnase est dans un état plus que précaire. Même si nous avons fait quelques travaux, à l'époque où la gauche gérait ce gymnase, ils ont préféré faire un livre noir et de servir dans l'intérêt personnel et non dans l'intérêt général. En 2019 est prévue, il me semble, la réflexion du trône pour désamiantage qui serait bien miroir d'en profiter pour faire un gymnase dit de ce nom. Le rapport. Ce rapport a pour l'objet l'approbation de l'exonération au bénéfice du Boxing Club de Saint-Jérôme de la redevance due pour l'occupation d'un équipement vétuste situé au 14 avenue des Balustres, dans le 13e arrondissement, dans la période du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Ce montant ainsi exonéré à 100 000 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport. Merci. Merci, M. Garcia. Y a-t-il des remarques sur le rapport? Monsieur Joshua Marseille. Un micro pour Monsieur Joshua, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Ça va être rapide. Là, en plus, la question ne s'adresse pas à vous, parce qu'on a déjà expliqué ces questions-là. Comment se fait-il, M. Miron? Mais oui, comment se fait-il que la mairie de secteur doit suppléer aux carences sur les questions sportives dans cet arrondissement? Franchement, bon, ça fait mal au cœur de reconnaître qu'ils en sont là. Mais je vous pose la question, M. Miron, comment ça se fait que ce club ne puisse pas trouver d'autres solutions pour poursuivre ses activités? Parce que c'est Mes chers collègues. Alors, monsieur Jost, d'abord, premier point, cette délibération ne concerne pas le gymnase Suzini. C'est le premier point, elle concerne le gymnase des Balustres. Il y a une étude qui va être votée aussi pour pouvoir voir ce qu'il faut refaire, puisque ce gymnase a au moins une trentaine d'années et est en GECO, donc c'est pour
ça que chaque année, on fait exonération de la redevance en attendant de pouvoir sortir un gymnase de qualité. Et comme vous l'a dit l'assurance du secteur, le gymnase Suzy a prévu de faire des travaux là, puisque c'est la toiture qui va être refaite. Je reçois comment ça marche. Là aussi, la loi Paris-Lyon-Marseille. Là aussi, 1982. Là aussi, nos prédécesseurs. Pas tous toujours inspirés. J'ai beaucoup entendu parler de clientélisme depuis ce matin. À cette époque-là, c'était, on va dire, même si ça n'a pas tout à fait arrêté, à cette époque-là, c'était légion le clientélisme. Et nos prédécesseurs, quels qu'ils soient, et ceux de l'adjoint au sport en particulier, se sont attribués et ont distribué les équipements au mairie de secteur. Donc vous avez dans la ville de Marseille des équipements centralisés et des équipements décentralisés. Les équipements décentralisés sont censés être, je dis censés, sont censés être les équipements de moins de 1 hectare. On est en train de voir ça avec Mme le maire pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, bien évidemment. Sont censés être les équipements de moins d'1 hectare qui sont soit des espaces verts, soit des équipements sociaux, soit des équipements sportifs. Mais là où nos prédécesseurs ont été, on va dire, un peu malins, on va dire comme ça, eh bien c'est que pour gonfler la dotation de 2 €, ils ont attribué des équipements qui font plus d'1 hectare. Parce que ça s'ajoute dans le budget pour un jeu de boules, pour un espace vert, pour un terrain de foot, pour un gymnase, pour ci, pour ça, pour le reste. Il y a donc des dotations complémentaires. Les mairies de secteur sont censés faire un certain nombre de travaux, des petits travaux. Mais les petits travaux, compte tenu des budgets, je vais être gentil, allez, compte tenu des budgets, ils peuvent être tout le temps faits. Donc petits travaux deviendront grands travaux. Et quand c'est grands travaux, c'est la mairie centrale qui les fait. Alors une fois par an, nous avons un échange courtois et entre les services d'abord, ensuite avec les maires de secteur, et ensuite il y a la conférence du maire, où il y a une liste d'équipements qui est arrêtée. On fait ça ensemble avec des équipements centralisés, des équipements décentralisés. La première des choses, dans le budget qui est alloué sur la mairie de secteur, on prend tout ce qui est sécurité. Ça c'est le premier point. Ce qui est sécurité, on le fait en premier. Ensuite vient, en fonction des demandes de la mairie de secteur, sur les équipements décentralisés, un certain nombre de travaux qui sont faits, et en ce qui me concerne, sur les équipements centralisés, un certain nombre de travaux qui sont faits. Nous échangeons ça par courrier, les mairies de secteur et les maires de secteur ont tout le loisir de dire, ah ben non, finalement, en restant dans l'enveloppe budgétaire, bien sûr, ben ça je l'enlève, j'enlève ce terrain de foot, je mets ce gymnase, j'enlève ce gymnase, je mets ce terrain de foot, je mets ce terrain de boule, enfin bref, ce qu'ils souhaitent, et les choses se font de cette manière-là pour toutes les mairies de secteur. Donc je vous renvoie à la fois à la loi, à la fois à notre prédécesseur. Je vous rappelle quand même, dommage, elle est pas là. Son père a été adjoint au sport à cette époque-là. La distribution des prix, je crois que c'est lui qui l'a faite. D'accord ? Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec les maires de secteur, nous essayons de mettre de l'ordre et de la régulation dans tout ça, de façon à ce que les équipements qui sont décentralisés, a priori ceux où il n'y a pas de compétition, en fait, eh bien, ceux-là sont gérés par la mairie de secteur, y compris les créneaux, y compris les fiscales. C'est essentiellement des gymnases scolaires, essentiellement des gymnases, pour tout ce qui est des gymnases ou des terrains de proximité, comme des jeux de boules par exemple. Eh bien, ces équipements-là sont décentralisés. Et les équipements où il y a de la compétition, ceux-là sont plutôt centralisés. Voilà rapidement dit comment se répartissent les choses. J'espère que j'ai été clair et complet. Il n'y a pas d'autres remarques sur le rapport. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, M. Besnaïnou. Bonjour Madame le maire. Ce rapport a pour objet la première répartition 2018 des subventions accordées à des associations d'animation urbaine, et ce pour un montant global de 13 900 €. En ce qui concerne le 13e et le 14e arrondissement, il est proposé d'attribuer à l'association Art Théâtre Claquette Compagnie Philippe Chagot, 6 88 boulevard Louis Villecroze, dans le 14e, une aide financière de 1 000 €. Je vous prie de mettre ce rapport au Madame. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur le rapport? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est pour ce rapport? Le rapport est donc adopté.
Rapport suivant, Monsieur Georges. Rapport numéro 18-12-7S. Ce rapport a pour objet la première répartition 2018 des subventions d'équipement accordées à diverses associations, et ce pour un montant global de 37 550 €. Pour ce qui concerne les 13e et 14e arrondissements, il est proposé d'attribuer au centre de culture ouvrière Le Nautil, situé 29 avenue de Prévalon dans le 13e, les aides financières suivantes. 8 000 € pour l'achat de matériel immobilier informatique pour le centre de Prévalon, 2 000 € pour l'achat de mobilier de cuisine, de matériel sono et d'équipements sportifs pour le centre de Sainte-Marthe, et 1 000 € pour la mise en état du parc informatique du centre social de Saint-Jean. Madame le maire, je demande de mettre le rapport au voie. Je vous remercie, Monsieur Georgie. Y a-t-il des observations sur le rapport? Non. Alors, qui est pour? Tout le monde est pour, donc le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Lamy. Madame la maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'attribution de subventions dans le cadre du dispositif de médiation urbaine. Sur un montant global de 500 000 €, il est proposé d'attribuer à l'association ADI 75 000 €, Suisse Formation 75 000 €, Régie Service 13 80 000 €, l'association Dune 80 000 € et l'association ADAP 13 190 000 €. Alors, d'après ce rapport, 70 agents de l'éducation sociale travaillent sur une cinquantaine de quartiers dans Marseille, intégrant une ou plusieurs cités d'habitat social, ainsi que des copropriétés privées dégradées. Ils sont censés contribuer à la résolution de troubles divers et à la réduction des situations de tension. Pour la petite histoire, j'ai pu assister à une réunion en urgence début du mois dernier suite à une agression d'un ouvrier lors du programme en rue sur la cité des Flamands. Et donc là, c'était un ouvrier qui s'est fait agresser violemment par une bande de jeunes qui, sans vouloir parodier Coluche, Monsieur Marie, j'ai pas son numéro, enfin ces jeunes ne cherchaient pas du travail, mais cherchaient plutôt de l'argent, on va dire. Voilà. Et là, il n'y avait pas de médiateur social. Comme nous faisons partie du CLSPD, comme quoi, vous voyez que nous sommes de bonne volonté, j'ai demandé le bilan dans le CLSPD de ces associations. Comme il est stipulé dans les conventions, en gras, c'est bien marqué en gras sur cette fois-ci. Ces bilans, je les attends toujours, évidemment. Mais bon, j'ai enquêté un petit peu et j'ai également demandé à mes collègues de la police municipale s'ils connaissaient ces agents. Au directeur d'école, enfin un petit peu à tout le monde, et puis même moi en circulant dans les cités. Bon, inconnus au bataillon, ça je peux vous assurer quelque chose, c'est qu'ils sont très discrets, ça c'est certain. En conclusion, Madame le maire, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, pour un résultat inexistant, c'est la preuve en est. Donc Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au point. Merci, Monsieur Denis. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Joshua. Bien entendu qu'il faut faire le bilan. Bien entendu qu'il faut aller regarder les effets de l'argent qu'on peut donner à l'ensemble des associations. Mais nous connaissons la réponse à une question. C'est quand il n'y a plus d'argent donné et quand il n'y a plus de médiation. Ça, nous le savons déjà. Nous le savons parce que nous avons depuis maintenant quelques mois, sur toute la ville, mais en particulier sur nos arrondissements, des problèmes de violence que nous ne connaissions pas dans les établissements scolaires et à la porte des établissements scolaires. Et il s'avère, en dehors du fait que, bien sûr, c'est intolérable, en dehors du fait qu'il faut s'interroger sur pourquoi c'est là, qu'est-ce qui pourrait être fait, la police municipale pourrait faire quelque chose si elle ne s'occupait pas de faire ce qu'a fait notre capitaine de la police municipale tout récemment, c'est-à-dire mettre sur cette page Facebook ce qu'il faudrait faire en France, une France sans islam, vous connaissez cette histoire.
Donc je vous le rappelle, parlons un peu de la police municipale et sur l'efficacité sur ces questions, parce que franchement là aussi, il y aura un bilan à faire. Mais revenons sur le problème qui nous intéresse. Il s'avère qu'à la porte des établissements, il y a des gens, non seulement il y a des deals, non seulement il y a toutes ces questions-là de trafic, il y a des agressions qui sont en train de se faire, qui ne se faisaient pas avant. Et il y a eu des attaques à la voiture bélier contre des lycées. Alors pas chez nous, pas dans le 13-14, mais à côté, dans le 15-16, au lycée de l'Estac. Nous avons connu ça et nous avons un lycéen qui vient de se faire poignarder à la sortie d'un lycée pour une histoire que nous connaissons tous qui commence à dégénérer, de plus en plus gravissime. Mais au passage, les secteurs de médiation qui étaient à la porte de ces établissements ont été soit supprimés, soit largement diminués. Et donc, dès que vous touchez à ça, monsieur, faites extrêmement attention. Parce que d'accord, peut-être que les bilans ne sont pas excellents. Il faudrait les faire point par point. Vous n'avez pas pu les faire, je ne peux pas les faire non plus. Je ne m'engage pas là-dessus. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais je sais que s'il n'y a plus ces médiations sur ces questions, nous allons avoir un déchaînement de tous les problèmes que nous connaissons. Alors, je sais bien qu'on va me dire, oui, mais bon, attendez, s'il n'y a pas de délinquance, c'est pas la peine d'avoir de la médiation. Nous réglons le problème de la délinquance. À juste titre, je comprends ça. Mais comme tous les problèmes que nous discutons ensemble depuis très longtemps, il faut survivre en attendant. Et survivre en attendant, c'est pas diminuer les subventions aux associations qui font leur travail. Parce que celles-là, il y en a qui le font. Et si vous allez au bout du raisonnement, il n'y aura plus un centime qui sera donné. Et ce qui s'est passé à Arthos, ce qui s'est passé à l'Estac, se passera partout. Et c'est ça que vous voulez, monsieur, ça m'étonne. Donc, faites un effort et discutons sérieusement de ces questions-là, parce que là, c'est plus juste des questions idéologiques, c'est des questions pratiques. Il y va de la vie des gens et de la vie de nos jeunes. Et ça, franchement, ce n'est pas une question qui peut être traitée uniquement sur un plan idéologique. Monsieur Rabia. Merci Madame la maire de m'accorder la parole. Alors, jusqu'à présent, je pensais que la sécurité publique, c'était du domaine régalien de l'État, de la République française, notamment du gouvernement, qui doit apporter les moyens en hommes, en matériel. Quand je vois aux États-Unis que des policiers circulent dans des Cadillacs, j'allais dire blindés, alors qu'en France, on a la police nationale qui circule dans des voitures, dans des 307 Peugeot, qui ont parfois 400 000 km, on croit rêver. Alors je voudrais expliquer une chose. J'ai résidé pendant 2 ans dans la ville de Nîmes, avant de m'installer en 2012 à Marseille. À Nîmes, il y a 155 000 habitants, il y a presque 170 policiers municipaux. À Marseille, pour la deuxième ville de France, pour 860 000 habitants, il y a à peine 500 policiers municipaux. Vous voyez, ce qui fait, parallèlement, j'allais dire, au prorata du nombre d'habitants, ça fait presque 3 fois moins de présence policière d'une ville à l'autre. Alors que, comme nous le savons tous, Marseille a franchi un pas dans les violences urbaines. Comme vous le savez sans doute, récemment, alors je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je ne me permettrai pas de donner un jugement sur un procès en cour d'assises, puisque je crois que le procès a toujours lieu, concernant l'affaire de la visite de M. Manuel Valls, Premier ministre, qui est venu faire une visite il y a 3-4 ans à Marseille. Il a été accueilli par une équipe de mercenaires kosovars qui lui ont tiré le papa sur le Premier ministre, mais ils ont envoyé le préfet de police pour aller visiter la cité de la Castellane. Il a été accueilli au fusil d'assaut. Alors c'est dire si à Marseille, les violences urbaines ont franchi un cap. Maintenant, il y a une certaine forme de grand banditisme à Marseille. Ça ne suffit plus de régler leurs comptes entre eux. Ils ont besoin d'aller chercher des équipes de mercenaires au Balkan. Alors, est-ce qu'avec les médiateurs, ça va aider à résoudre la crise actuelle concernant ces violences urbaines? D'autant plus que je crois savoir que quand même, un demi-million d'euros, ça fait un sacré budget. Combien aurions-nous pu recruter de policiers municipaux? Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie, monsieur le maire. Oui, mais assez rapidement, s'il vous plaît.
Donc simplement un mot pour dire que nous nous abstiendrons, la Mustachia et moi-même, tout simplement parce que le gouvernement a annoncé pour Marseille le rétablissement de la police de proximité. Et j'ai un peu l'impression, vu les prérogatives et vu le rôle de la police de proximité, que la médiation urbaine, c'est un peu un doublon. Donc, vu qu'en plus, on a appris tout récemment que le préfet de police allait créer ce qu'on appelle des conseils de sécurité dans les quartiers, et que de nombreux policiers allaient être recrutés, notamment dans les 3e, 14e et 15e arrondissements, mais j'ai l'impression que ça fait un doublon. Donc, nous allons nous abstenir. Je vous remercie. Bien, Monsieur Joshua, vous dites que si la médiation s'arrête, le déchaînement va arriver. Mais le déchaînement, il existe déjà. Ce que l'on vit déjà au quotidien, c'est déjà du déchaînement. Vous dites qu'il faut qu'on survive. On devrait déjà apprendre à vivre en sécurité dans notre pays. C'est des milliers, pour ne pas dire des millions d'euros qui sont déversés chaque année, parce que ce rapport il revient régulièrement à l'ordre du jour. Pourquoi ? Ils étaient où les médiateurs la semaine dernière au niveau de Charlotte Kravitz? Grâce à Dieu, il n'est rien arrivé à ce jeune homme, mais ils étaient où? Alors on va avoir maintenant aussi, alors ça c'est pas la ville de Marseille, mais la région met en place la garde régionale des lycées. Mais pour faire quoi? Ces jeunes servent à quoi devant les établissements scolaires, dans les quartiers, à discuter avec les autres jeunes? Ils n'empêcheront pas les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. La médiation n'arrêtera pas les problèmes de drogue que nous avons dans les cités, les problèmes d'agression, ça n'arrêtera pas tout ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et je pense qu'arrivé à un moment, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop et distribuer cet argent différemment, en augmentant le nombre de policiers, en augmentant les moyens de nos policiers. Nous pensons que c'est la meilleure des solutions et que la médiation ne réglera pas le problème, voire même pourrait peut-être même l'entretenir. C'est pas des jeunes comme ça qui doivent régler les problèmes que l'on rencontre dans les quartiers dits difficiles. Ce pas des médiateurs qui pourront régler définitivement ces problèmes, mais bien les forces de l'ordre qui doivent entrer en action pour pouvoir éviter de vivre en insécurité quotidienne. Ceci étant dit, je vais donc vous proposer de procéder au vote. Donc, qui est pour? Alors, Socialistes, Europe Écologie Les Verts et la Parenté, Front de Gauche et Marseille en avant pour. Qui est contre? Donc, la majorité de la mairie de secteur, M. Rabia. Qui s'abstient? Monsieur Madjo, Madame Moussetia. Rapport numéro 6, Madame Dino Serra. Le rapport est rejeté, bien évidemment. Madame le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme à hauteur de 50 000 € pour les études de travaux de l'aménagement des vestiaires du personnel et des connexes dans le logement vacant de la crèche Rose Prévalon, située 9 impasse Ravel dans le 13e. Le montant de l'opération sera ainsi porté de 160 000 € à 210 000 €. Par délibération en date du 30 mars 2016, numéro 16 33 7S, notre conseil d'arrondissement avait approuvé à l'unanimité cette première autorisation de programme qu'il convient à ce jour d'amplifier, car les travaux actuellement en cours ont révélé la nécessité de procéder à des prestations complémentaires, notamment en termes de désamiantage. Madame le maire, je vous demande de mettre sur la table. S'il n'y a pas d'observation, si Madame Ponceramade, un micro s'il vous plaît ici. À chaque conseil, on augmente les budgets de travaux parce qu'on a découvert de l'amiante. Alors je vous dis, c'est très simple. Vous regardez la date de construction et vous savez s'il y a de l'amiante ou non. Et vous faites un budget juste parce qu'il y aura de l'amiante. Voilà, l'amiante a été atteinte très tard. Tous les bâtiments construits avant contiennent de l'amiante. Donc, plutôt que de faire le conseil dessus, où on fait les centres des amiantages, l'autre on se rend compte qu'il y a de l'amiante, et on fait avec des amiantages, on perd son temps. Dites qu'il y a de l'amiante, il y a de l'amiante, voilà. L'anticipation n'est pas toujours de mise, nous le savons bien. L'intelligence non plus. Donc, juste pour votre information, parce que j'ai eu cette info il y a quelques jours, ça parle des crèches, donc ça ne concerne pas cette crèche-là, mais la crèche des Oliviers, qui se trouve à côté du tunnel des Tilleuls, sera fermée le fin juillet. Sera fermée définitivement, suite à l'ouverture de la L2, donc prévue en fin d'année 2018.
pour des problématiques de pollution. Des études ont été faites au niveau de la future L2. Et donc certains pics pourraient être atteints, donc par souci de santé des enfants. La crèche fermera donc ses portes fin juillet. Les enfants qui sont actuellement dans cette crèche, les grandes sections iront à l'école. Les petits et moyens seront, on va dire, dispatchés sur les crèches avoisinantes, bien entendu, après avoir pris contact avec les familles pour trouver la solution la plus adaptée pour eux. Voilà, c'était juste une information que je voulais vous transmettre. Oui, monsieur Joshua. Merci pour l'information, madame. Et je trouve que vous allez un peu vite sur la conclusion, puisque ce n'est pas le point de vue des parents, ce n'est pas le point de vue des gens qui sont mobilisés là-bas. Ils ont sorti une pétition, ils ont pris une position que nous avons soutenue par ailleurs. S'étonnant du fait qu'on découvre maintenant qu'il y avait des problèmes, ce qui signifie que ça fait très longtemps que c'est dangereux. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. C'est pas ce qu'a relevé l'enquête, monsieur Joshua. Mais madame, c'est sur la fin qu'il y a un problème. Parce qu'il n'est pas ce que vous dites, c'est ce qu'on vous a dit. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. La crèche va fermer, et il n'y aura plus de crèche, il n'y aura plus de place pour les enfants. Non. Parce que, écoutez, du moins c'est comme ça que les parents... Je vais vous le présenter différemment. J'ai rapproché il y a quelques heures avec madame Chantelot à ce sujet. Donc, aujourd'hui, c'est une crèche qui accueille 35 enfants. Je la connais très bien. Donc, 35 enfants, pour y avoir eu ma fille pendant quelques années. Donc, la section des grands concerne à peu près une quinzaine d'enfants. Il y a un peu moins de 20 enfants qui seraient donc concernés par une problématique à la rentrée. Pour ces enfants-là, la ville de Marseille, avec les services donc, de la petite enfance, vont proposer une solution de remplacement aux familles. Concernant donc si on a un manque à gagner entre guillemets d'une quinzaine de places par rapport aux grands qui seront à l'école, madame Chantelot ne m'a pas confirmé aujourd'hui, donc je vous rejoins, il n'y aura pas de construction de crèche qui est prévue dans les mois à venir dans ce secteur. Ils sont en train de travailler sur l'augmentation des effectifs dans d'autres crèches municipales, donc de notre secteur, justement pour pouvoir pallier à ce manque de place que l'on aurait dans cet établissement. Très bien, madame, je constate que vous faites confiance à ce qu'on vous a dit. Dans certains domaines, il faut savoir. Très bien, madame, je constate ça, c'est marqué, c'est écrit. On verra ce que les parents font, on verra ce qui se sera passé dans quelques mois, et on pourra faire le bilan collectivement. J'irai rencontrer également les parents, puisque j'ai également été informée de leur mobilisation qui a eu lieu cette semaine. Donc j'irai les rencontrer également, et madame Chantelot m'a également proposé de m'y accompagner pour pouvoir exposer les problématiques de santé qui peuvent arriver aux enfants qui fréquenteraient cette crèche si elle restait ouverte, avec l'ouverture de la L2, et donc un nombre assez important de voitures qui sortiraient à cet endroit-là. Et vu que c'est une portion de la L2 qui n'est pas couverte et qui donne sur la cour de récréation la grande section de cette crèche. Y a-t-il autre chose à rajouter? Non. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Et bien, le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Alors, rapport suivant, donc, je vais vous présenter directement. Alors, pour essayer de gagner un petit peu du temps, parce qu'on a tous des choses à faire, je suppose, je vais vous présenter le rapport 7, 8 et 9 en même temps, qui concerne des travaux de sécurisation de nos écoles. Donc, le premier rapport, et les autres d'ailleurs, j'ai envie de dire, comme je dirai également lundi, qu'il était temps. Il était temps que la ville de Marseille fasse le nécessaire pour nos écoles. À en croire le maire de la ville, il n'y avait pas autant de problèmes que ça dans les établissements scolaires. Force est de constater que nous avions raison quand nous l'alertions sur les différentes problématiques que nous rencontrions. Le premier rapport concerne la sécurisation du groupe scolaire Saint-Jérôme-le-Village. Alors, pour l'histoire de cette école, c'est un groupe scolaire qui est assez grand, qui comprend un gymnase, un plateau sportif. Et il y a quelques semaines, un enfant a trouvé une seringue dans l'enceinte de l'école. Ce qui a donc conduit la ville de Marseille à organiser une réunion sur cette école pour essayer d'étudier comment sécuriser cet établissement. La mairie de secteur a fait part de sa volonté de participer à la réalisation de ces travaux. Pour le moment, nous n'avons pas encore été entendus. Donc ce rapport propose de sécuriser au niveau des clôtures et de mettre aux normes le portail pour un montant, donc pour les études et les travaux, de 160 000 €. À mon avis, ça ne sera pas suffisant pour sécuriser complètement ce groupe scolaire, mais c'est déjà un pas en avant vers la sécurisation. Le deuxième rapport concernant les écoles évoque la sécurisation de 5 groupes scolaires
notamment des groupes scolaires qui sont souvent vandalisés. Alors ce n'est pas les seuls groupes scolaires qui sont souvent vandalisés dans le secteur, mais ces 5 groupes scolaires l'ont été il y a peu de temps. L'un d'entre eux a été visité 5 fois récemment. Donc l'école Jean Jaurès, le groupe scolaire des Flamands, le groupe scolaire Saint-Barthélemy SNCF, l'école maternelle Vessière 2 et l'école élémentaire La Cerisée verront donc des travaux de sécurisation pour un montant de 350 000 € pour les études et les travaux. Le 3e rapport concernant les écoles évoque là aussi donc une sécurisation mais au niveau des cours de récréation. Je suppose, suite à un audit ou suite à un état des lieux des écoles de notre arrondissement, la ville a pu déceler 20 groupes scolaires au sein desquels les cours de récréation nécessitaient des travaux de mise en sécurité. Les cours de récréation de nos écoles sont faits en enrobé, avec donc il y a des arbres dans les cours et les racines des arbres poussent et donc soulèvent pas le bitume mais l'enrobé qu'il y a dans la cour de récréation et donc font des fissures et des trous assez dangereux pour les enfants. Et donc la ville de Marseille, sur ces 20 groupes scolaires qui ont été décelés dans le 14e arrondissement, en a pour le moment, on va dire, sélectionné 6. Donc le groupe scolaire Jean Jaurès, le groupe scolaire Claire Soleil, Saint-Barthélemy SNCF, maternelle Sainte-Marthe, maternelle Signane et maternelle Vessière 2. Donc, afin d'éviter ce qui a été fait depuis plusieurs années, à savoir des réparations, du rafistolage inefficace, la ville de Marseille a pris la décision de refaire la réflexion complète de ces cours, donc pour un montant de 615 000 € pour les études et les travaux. Je poserai la question en commission vendredi afin d'avoir justement un planning de ces réalisations et surtout quand les travaux démarreront dans ces groupes scolaires. Y a-t-il des observations sur ces 3 rapports? Non. Donc le rapport 18-15, qui est pour? Donc tout le monde est pour, le rapport est donc adopté. Rapport numéro 18-16. Qui est pour? Même vote, je suppose. Même vote. Il est donc adopté également. Rapport numéro 18-17. Qui est pour? Même vote pour tout le monde. Même vote. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, M. Garcia. Merci Madame le maire. Avant ce rapport, je voudrais attirer l'attention de mon collègue M. Richard Miron. Pour lui faire part de ma colère. Via le gymnase de Saint-Jérôme Village. Mon équipe a constaté lors du démontage du toit par la société MBC des Avientages, sous-traitée par Genier Desforges, que l'on avait protégé le gymnase de façon précaire, que le gymnase s'est transformé en piscine. Monsieur Miron, je vous demande juste que les travaux soient bien faits et mieux surveillés. Le rapport. Ce rapport a pour l'objet l'approbation des travaux à réaliser dans le cadre de la réfection des vestiaires du gymnase Antonin Artaud, situé dans le 13e arrondissement, ainsi que l'autorisation de programme à hauteur de 200 000 €. Il concerne la réfection du sol, réfection du carrelage, réfection de la miserie extérieure, intérieure, réfection de la plomberie, réfection de la peinture. Pour le financement, cette opération est subventionnée au taux le plus élevé possible. Seront sollicités auprès de différents partenaires. Madame la maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Bien sûr. J'arrive, Madame la Conseillère. Vous avez la parole, Madame la Conseillère. 1980, on construisait avec de l'amiante. D'accord. Pour ça, je dis. Prévoyez. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de nombreuses constructions et de nombreux bâtiments de la ville 80, il y avait de l'amiante. sont pleins d'amiante aujourd'hui. Y a-t-il des observations, Monsieur Miron? Par contre, je confirme qu'il y a eu une grosse... Madame la maire, chers collègues, je vous rappelle, chers collègues, que je ne suis pas chef de chantier. Je ne suis pas ingénieur, je suis adjoint au sport de la ville de Marseille. Et que je ne suis pas en charge d'aller surveiller tous les chantiers. Si
c'est un rôle qui vous convient, prenez-le à cœur, puis vous me faites un petit mail, vous me dites ce qui ne va pas, là où ça ne va pas. Je serai très heureux de voir avec les services de l'architecture pour que ça aille. Voilà. Pour ce dossier, il s'agit simplement de refaire les vestiaires, puisque je rappelle que le gymnase Artaud, il a été entièrement refait. Et il y a encore des petits vestiaires en dessous qu'il convient de refaire. C'est pour ça qu'il a fait voter 200 000 €. Et mon rôle, ça reste là, de donner une impulsion et faire des choses. Ensuite, de les inaugurer avec vous, le maire, et avec les élus qui veulent venir. Et entre-temps, plaisir. Et entre-temps, s'il y en a qui veulent aller vérifier les chantiers, qu'ils y aillent. On serait très heureux. On évitera le sénateur aussi, ça va. Donc on vous transmettra un mail suite à relativement. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce rapport, je vous propose de le mettre au point. Donc qui est pour? Pour? Ben, tout le monde est pour. Donc le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Garcia. Vous avez encore quelque chose à demander à Monsieur Miron? Madame la maire, je voudrais juste avant le rapport vous remercier d'avoir reconduit la 10e édition de la Capoeira qui se déroulera le 7 et le 8 avril, un peu de pub, au parc de la mairie, de 10h à 17h. Et il y a d'autres surprises à venir. Certains secteurs de gauche ou opportunistes de gauche ou amis de Stéphane Bousquier, et pour finir, la maman et le fils, ou le fils à maman, qui critiqueront encore et toujours. Donc, un grand merci, Madame le maire. Le rapport. Ce rapport a pour l'objet. Ce rapport a pour l'objet, dans le cadre de la réalisation d'un stade de catégorie 3 au complexe Malpasset, l'approbation de l'augmentation de l'autorisation du programme à hauteur de 525 000 € qui porte le coût global de l'opération à 4 250 000 € à 4 775 000 €. Vous avez les détails sur vos feuilles. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, M. Garcia. M. Marie, je vous écoute. Oui, Madame le maire, comme je viens d'apprendre que c'était la Saint-Richard, je vais profiter de faire un petit tir groupé sur les dossiers stades du secteur. Donc tout d'abord, bien sûr, avec Madame Foncé-Laran, nous nous félicitons de ce rapport, de ce stade de Malpasset. Pour quelle raison vous félicitez, monsieur? Je me félicite que ce stade va bientôt voir le jour, enfin je l'espère, puisque la première délibération date de 2011, elle faisait partie du plan stade, où le stade de Malpasset avait été pointé en catégorie 3, un stade qui pourra être un stade de 1500 places, pour recevoir des équipes de National 2 et de National 3, donc j'espère que ça sera réalisé prochainement. Je profitais donc de la présence de M. Miron pour lui demander si il avait avancé sur le nom de stade, puisque nous avions eu la même idée. À l'époque où il y avait la polémique sur le stade Jean-Pierre Papin, le stade des Mouets, je vous avais sollicité pour vous demander que le stade de Malpasset, qui est un stade de catégorie 3, donc d'un calibre plus élevé, puisse être baptisé sous réserve, bien sûr, que la famille accepte. Donc, si vous aviez des éléments là-dessus, est-ce qu'on a avancé? D'autre part, j'ai été ce week-end, il y avait quelques tournois de foot dans le secteur, donc j'ai fait un petit tour et j'ai été sollicité par des joueurs et des parents de joueurs sur l'espace de convivialité des Olives, donc un espace qui est une belle réalisation, mais qui a priori n'est utilisé que quelques jours dans l'année. Et c'est vrai que c'est dommage de faire une si belle réalisation dans un stade et que le club, entre guillemets, résident, je sais que ce n'est pas un club résident parce que c'est un stade municipal, mais que le stade, les usagers les plus importants du secteur, c'est-à-dire le football club des Bocages des Olives, qui est passé en quelques années grâce à ce stade de 20 licenciés à 160 licenciés, donc qui sont une bonne progression, ne puissent pas en profiter pour faire comme son nom l'indique, des soirées de convivialité, faire du soutien scolaire auprès des jeunes, permettre de faire des troisièmes mi-temps. Donc ça aurait été, je pense, ça serait...
ça serait quand même approprié de pouvoir conventionner entre la ville de Marseille et ce club. Je crois que ça se passe très bien dans notre lieu, comme au Burel. Hein. Le Burel a un local de 220 mètres carrés qui est mis à disposition du club. Donc pourquoi ce qui est vrai dans un coin de Marseille ne serait pas vrai dans un autre coin du 13e arrondissement? Donc moi je soumets à votre réflexion, M. Miron, de faire un geste envers un club qui a fait lui-même beaucoup d'efforts en partant quasiment de zéro, et avec peu de moyens, et avec énormément de bénévoles. Et également, je profite aussi de vous solliciter, puisque je l'ai été également lors du tournoi de foot qu'il y a eu à Frévalence ce week-end, sur le stade Rolandin. Nous avions voté l'année dernière une étude à 300 000 € pour étudier les travaux de réfection de ce stade. Donc je voulais savoir si cette étude avait été lancée, dans l'hypothèse si elle était publique ou si l'étude n'a jamais été lancée. Et quel devenir donc de ce stade Rolandin. Donc voilà, si vous pouvez nous répondre sur à la fois le nom du stade de Malpassé, sur l'espace de convivialité des Olives et sur le stade Rolandin, où en est-on de l'étude votée l'année dernière. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à M. Miron, mais c'est vrai que je serais bien qu'on évoque le rapport à l'ordre du jour, parce que si on s'amuse à évoquer tous les équipements du secteur, on peut y passer c'est parce que c'était ce week-end. D'autant plus, Madame le maire, qu'il y a des réunions pour ça, qui sont des réunions de commission qui se situent à l'hôtel de ville. Et donc, M. Marie, là, il fait. Je partais à la commission des finances. Voilà. Ça, c'est le premier point. Alors, pour ce qui est du nom, les travaux vont commencer. On a pour un an et demi de travaux, on a le temps pour réfléchir, on a le temps pour contacter, on a le temps pour mettre en œuvre, puisqu'il semblerait qu'il y ait plusieurs idées qui aillent dans le même sens pour donner comme nom à ce stade, le nom de Jean-Pierre Papin. Déjà, on demandera au maire s'il est d'accord, c'est le premier point, on demandera à la maire du secteur s'il est d'accord, deuxième point, on demandera aussi à Jean-Pierre Papin s'il est d'accord, voilà, et si tous ces gens sont d'accord et que c'est gratuit, à ce moment-là, on envisagera ce nom-là, et si ce n'est pas possible, l'autre. Ça, c'est le premier point. Les travaux vont commencer d'ici un mois, je crois, sur ce stade donc, à Malpassé. Deuxièmement, local de convivialité. Ça ne vous a pas échappé que les demandes de construction, on les a faites à moi avant, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Et si on n'a pas répondu présent pour donner les clés, c'est bien qu'il y a au moins une raison, au moins une. D'accord ? C'est que les salariés de la ville de Marseille, comme vous le savez, sont régis par une organisation du travail. Ce local de convivialité, il se trouve à l'intérieur du stade, il n'y a pas d'accès différencié, contrairement au Burel, où il y a un accès différencié, et où ils ont les clés pour passer par la porte qui est de l'autre côté, c'est-à-dire en bas de la rue Chalussé. Là, ça voudrait dire qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est-à-dire que c'est le gardien qui doit être là à disposition pour venir ouvrir et fermer. Ça n'est pas possible, ni souhaitable, ni envisageable. De manière très claire. Je l'ai expliqué à M. Beaumaris et à tous ceux qui régulièrement sont venus me poser la même question. Je pense qu'on m'en a posé encore au moins 10 fois d'ici, je sais pas quand. Voilà. Et je répondrai la même chose. Faire des soirées, excusez-moi, mais un local de convivialité, c'est pas fait pour faire la teuf. D'accord ? C'est fait pour recevoir un club, pour trinquer, boire un coup, d'accord ? À la fin de match. Et pour ça, le club a toutes les autorisations et toutes les ouvertures prévues. Le gardien est là pour ouvrir la porte et la fermer. Mais à partir de 21h30, c'est au revoir. Et c'est normal. Le gardien est un agent logé, il a une vie de famille. Il n'est pas là pour fermer à minuit. 4 histoires de devoirs. Écoutez, il y a d'autres cadres pour faire les devoirs. Là, on est dans un cadre sportif. On est dans un local de convivialité sportif. Pour que ceux qui font du sport puissent ensuite avoir un moment de convivialité, de partage, dans une bonne entente, de fraternité, et pas pour faire une fête quelconque, même si je sais bien qu'ils ont envie de faire la fête, pour ça ils peuvent la faire, il y a un restaurant à côté, il n'y en a pas loin, et je suis sûr qu'ils seront très heureux de les accueillir. La troisième, c'était quoi ? C'était sur le stade Rolandin, où en est l'étude que nous avions votée l'année dernière? J'en sais rien, ça doit suivre son cours au niveau administratif. Là aussi, une fois qu'on a mis les choses dans les tuyaux, on fait suivre le cours administratif. Simplement, le stade Rose Rolandin, je ne préjuge pas du résultat de l'étude. Comme il faut gratter la moitié de la falaise qui est derrière pour le mettre aux normes, c'est quand même assez long, et je pense que ça sera des travaux un peu colossaux. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui.
Voilà. Et il y a d'autres stades aussi qui méritent non seulement une étude, mais qu'on les mette en travaux. Là aussi, quand vous allez sur l'intérêt, M. Marie, de 21h toujours, ils m'ont toujours vu avant. Et cela, je vais même plus les voir après encore. Vous savez, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois par an qu'ils viennent me demander la même chose. Même si je l'explique 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'explique toujours la même chose parce que je reste dans les règles et je reste dans l'explication transparente pour tout le monde. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais je vous encourage à venir aux commissions aussi. Vous aurez toutes les réponses. Je vous propose donc de passer au vote de ce rapport. Qui est pour? Donc le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Rapport suivant, Madame Sicard. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet la modification de la délibération numéro 16-0382 EFA du 27 juin 2016 relative à la garantie d'emprunt accordée par la ville à US PAC Méditerranée à hauteur de 55% pour le remboursement de la somme de 41 400 € que la société US Habitat PAC Méditerranée a contractée auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer l'acquisition et la réhabilitation d'un logement de 50 boulevard Henri Boligny dans le 14e arrondissement. En effet, la durée différée d'amortissement est réduite à 24 mois au lieu de 40 et 50 initialement prévus. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Je vous remercie. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Alors, monsieur Vincent de gauche. Monsieur Marie, vous êtes pour? Abstention. Alors, pour les non-inscrits, c'est bon. Qui est contre? Et qui s'abstient? Socialistes, Europe, Écologie, les Verts et Apparentés s'abstiennent. Les s'abstiennent. Rapport suivant, Madame Sicard. Donc, ce rapport a pour l'objet l'approbation de la garantie toujours à hauteur de 55% pour le remboursement d'un montant de 1 874 852 € que la société Logirem se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à la réhabilitation d'un parc social public de 139 logements, la Bedos, 9 boulevard Rémy dans le 14e arrondissement. Les travaux consisteront à la remise en état de la résidence, encore une fois on va encore améliorer l'habitat, mais ce sera pour dans quelques temps, amélioration de la performance énergétique du bâtiment, des espaces extérieurs, de la qualité de vie des habitants. L'annuité prévisionnelle garantie s'élèverait à 50 588 €. La ville devra bénéficier d'un droit de désignation de 11% des logements, soit 15 logements qui seront mis à la disposition de la direction de l'aménagement et de l'habitat au fur et à mesure de leur délibération. La validité d'utilisation de la garantie est de 24 mois. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, Madame Sicard. S'il n'y a toujours pas de prise de parole, donc je vous propose de voter ce rapport. Qui est pour? Monsieur Marie s'est rajouté au vote pour ça. Qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Madame Montserrat, vous avez voté quoi? Pour? Oui. Donc, pour Madame Montserrat. Le rapport est donc rejeté. Nous allons passer au rapport 14, Monsieur Dattilo. 18-22. Ce rapport a pour l'objet l'attribution d'une subvention d'un montant de 18 000 € à l'association de la Fondation étudiante pour la ville au titre du dispositif Tandem. Ce dispositif s'est traduit par la mise en œuvre de nombreuses initiatives en vue d'encourager la poursuite d'études dans les filières longues de l'enseignement supérieur au profit des élèves boursiers, notamment par des actions de tutorat et sessions de formation. Pour ce qui concerne notre secteur, sont concernés les collèges Manet, Prévert, Mallarmé, Dumas, Massenet et Marie-Laurencin. Madame le maire, je vous mets ce rapport. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Qui est pour ce rapport? Eh bien, tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Duquesne. Alors, rapport 18-23. Ce rapport a pour objet l'approbation de l'engagement de la collectivité à mettre en œuvre, le cas échéant, une procédure de déclaration de parcelle en état manifeste d'abandon. Cette parcelle se trouve traverse du Vieux-Moulin, dans le 14e arrondissement, situé donc dans le quartier de Saint-Joseph et cadastré sous la section C numéro 70.
Ce terrain de 44 481 m² est composé d'une ancienne bastide, dite Château Flaguest, en état de ruine, classé élément remarquable au PLU, et d'une dépendance de cette ancienne maison de maître. Le reste du terrain est en friche. Actuellement, il est encombré, alors là, accrochez-vous, c'est assez folklorique, il est encombré de déchets et dépôts divers, pneus, gravats, et fait l'objet d'élevage d'animaux, poneys, poules. Le bien appartenant à la foncière immobilière et européenne en monopropriété. Malgré divers courriers, procès-verbaux, relances diverses, l'état du terrain continue à se dégrader et le propriétaire en société à liquidation judiciaire ne fait pas respecter sa propriété. L'accumulation des déchets divers et l'usage inapproprié du terrain créent un danger pour le voisinage et pourrait être l'objet de départs de feu. Enfin, l'impression générale d'abandon de ce terrain, situé en limite d'urbanisation, rend possible des pratiques illicites, voire illégales. Alors, je sais qu'il pas très bien la différence subtile entre illicite et illégal, mais bon, bref. Aussi, une procédure de bien à l'état d'abandon manifeste est souhaitable afin d'imposer aux propriétaires d'effectuer des travaux prescrits et garantir ainsi la sécurité des lieux. Madame le maire, je vous propose de mettre ce rapport au voie. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Eh bien non. Nous allons procéder au vote. Qui est pour ce rapport? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, M. Dudevert. Alors, le rapport 1824, ce rapport a pour objet l'approbation de l'acquisition auprès du bailleur social 13 habitats d'une partie de la parcelle non bâtie, cadastrée 884 I numéro 3, pour une superficie de 2550 m² environ, 6 avenue des Poilus, dans le 13e arrondissement. Il s'agit d'une parcelle à usage de terrain de pétanque que la ville doit acquérir auprès du bailleur social 13 habitats pour procéder à sa rénovation, à son réaménagement et à son intégration dans le domaine public communal. Considérant les travaux importants que la ville souhaite réaliser sur ce terrain, dont les coûts prévisionnels sont compris entre 150 000 et 200 000 euros, et de l'intérêt que porte ce bailleur social pour la réalisation de cet équipement sportif à proximité de leur résidence et des Olives, l'acquisition de cette emprise se fera à l'euro symbolique. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. J'allais vous demander. Je vous donnerai la parole. Oui, avant que vous mettiez au vote, Madame le maire, je voulais juste vous poser une petite question sur ce dossier. Est-ce que vous connaissez la nature du projet qui va être mis en œuvre par la ville de Marseille? Et savez-vous si les acteurs locaux ont été concertés, que ce soit le CIQ, que ce soit l'association de police, les associations de locataires de la Cité des Olives? Est-ce qu'il y a eu une concertation? Est-ce qu'il y a eu un projet qui vous a été présenté au service? J'ai l'impression que ce rapport tombe un petit peu comme un cheval sur la soupe. Donc je voulais savoir s'il y avait un cheval sur la soupe. Le Premier ministre fait des lapsus. Le Premier ministre fait des lapsus dans notre style, excusez-moi. C'est plus rigolo que le Premier ministre, je l'avoue. C'est un rapport précédent avec les ventes d'animaux dans les... Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez des informations sur le projet en question. Alors, pas plus que le monsieur Miron voulait rajouter quelque chose. Moi, personnellement, nous, en mairie secteur, pour le moment, on n'a pas reçu plus d'informations que ce qui nous est présenté dans ce rapport. Monsieur Miron va peut-être nous en dire un petit peu plus. Bien sûr, Madame le maire, chers collègues, il s'agit juste de refaire le jeu de boules. Tant est-ce que, comme nous, ceux qui jouent sur ce jeu de boules, le club qui est là, on demandait plusieurs fois de pouvoir refaire ce jeu de boules, ce terrain. Appartenait à l'habitat, et donc lors d'une visite sur place avec le administrateur de l'habitat, nous avons avec le président de l'habitat convenu de la cession de ce terrain donc à la ville de Marseille, de façon à ce que nous puissions réhabiliter des toilettes un peu bien, réhabiliter le jeu de boules, faire un espace un peu convivial, un peu plus agréable que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, mais ça restera un jeu de boules dans le même esprit. Il fera peut-être partie des équipements transférés à la mairie du secteur quand les travaux seront réalisés. Je crois que celui-là fait plus d'un hectare. Allez, ça vous a pas échappé. Si on le mesurer ensemble précisément. Je soulignerai simplement que oui, effectivement, donc, quand on lit le rapport, c'est ce qu'on comprend, que c'est un terrain nouveau et qui va être amélioré et aménagé. Ouf, je dirais, on s'occupe enfin du village des Olives, abandonné par tous depuis des années. Vous parliez du président du CIQ tout à l'heure. Si vous le croisez, dites-lui qu'il est le bienvenu à la mairie de secteur.
vu qu'il ne répond à aucune de nos invitations. Donc voilà, c'est un village qui rencontre des difficultés, le village des Olives, un village où les banques ont fermé, où les commerces se battent tous les jours pour garder leur commerce ouvert, avec une poste qui malheureusement devrait également fermer ses portes d'ici la fin de l'année. Donc ce n'est pas du ressort de la mairie du secteur, bien évidemment. Donc voilà, quelque chose de positif pour le village des Olives, en plus du parking La Ferrage qui va être réalisé. Voilà quelque chose de bien, je pense, pour ce noyau villageois qui mérite d'être écouté et entendu autant que les autres villages de notre secteur. Donc voilà, je parle. Et la voirie, effectivement, qui sera refaite au Mont-Riant en 2018, suite à la programmation que nous avons établie avec M. Dudiozer. Je vous propose donc de mettre ce rapport au voie. Qui est pour? Je suppose tout le monde. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Madame Sicard. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour l'objet l'approbation de la participation de la ville pour soutenir financièrement deux opérations situées sur le 13e et 14e arrondissement de Marseille. La première est l'opération neuve Darius Millau, 600 traverse Charles Susini, quartier de Saint-Jérôme dans le 13e arrondissement. Il s'agit d'une résidence sociale composée d'un immeuble en R+3 de 40 logements financés en PLAI, autonomes et meublés de type 1. Ces logements seront destinés à accueillir des personnes isolées, disposant de faibles ressources et des salariés en mobilité professionnelle. Le prix de revient prévisionnel de l'opération s'élève à 2 276 522 € hors taxes pour les 40 logements PLAI, soit 59 913,05 € par logement et 2 323 € par mètre carré de surface utile. La participation de la ville est sollicitée à hauteur de 6 000 € par logement, soit 240 000 € pour ces 40 logements. Cette opération a fait l'objet d'une décision de subvention et d'agrément de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en date du 22 décembre 2017. La deuxième opération neuve Alexandre Ansali, 677 Alexandre Ansali dans le 14e arrondissement. Là aussi, il s'agit d'un programme collectif de type R+5, composé de 72 logements locatifs sociaux, dont 14 financés en PLS, ainsi que 58 financés en PLUS, objet de la présente demande. Il est prévu 72 places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol. Le prix de revient prévisionnel de l'opération s'élève à 7 808 864 € TTC pour les 58 logements PLUS, soit 134 635,58 € par logement et 2 301 € par mètre carré de surface utile. La participation de la ville est sollicitée à hauteur de 300 000 €, soit 5 172 € par logement pour ces 58 logements. Cette opération a fait l'objet d'une décision de subvention d'agrément de la métropole Aix-Marseille-Provence aussi en décembre 2017. Les subventions de la ville impacteront les autorisations de programme 2017 affectées à l'aide de la pierre. Le reste du financement de ces opérations est assuré par les subventions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, par délégation de l'État et sur ses fonds propres, du département, de la région, de la SNCF, sur fonds propres des bailleurs et par recours à l'emprunt. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre sur la voie. Je vous remercie, Madame Sicard. Monsieur Joshua. Madame la maire, comme vous avez remarqué sur les rapports comparables, je ne suis pas intervenu parce que nous avons débattu plusieurs fois, mais je vais amener quelque chose de nouveau avec une question très précise que je vais vous poser. En général, quand nous débattons de ces questions, il est avancé deux types d'arguments, enfin au moins deux types principaux. Un, nous avons discuté plusieurs fois avec M. Maggio à l'époque où il n'était pas dans le groupe où il siège désormais, qui est la nature des opérations financières qui sont bâties à ce propos. Et effectivement, il y a beaucoup de soucis sur toutes ces questions. Point 1, que je mets de côté, c'est un point très important, mais sur lequel nous avons de larges places d'accord sur cette question-là. La deuxième question, sur laquelle vous revenez très souvent, et votre prédécesseur est revenu aussi, était aussi un point qui faisait accord avec le programme que le Front de gauche avait présenté pour l'élection municipale, et qui était le cas de dire pourquoi ces logements sociaux sont essentiellement concentrés dans certains quartiers, dans certains arrondissements, et en particulier les nôtres. Et ça fait aussi un point d'accord.
qui ne vous conduisait pas à voter contre, parce que nous sommes forcément plus se loger, mais qui vous faisait souci. Alors, je me suis dit, il doit y avoir une cohérence là-dedans. Si le Front National, sur Marseille, considère que le problème, c'est qu'il y a trop de logements sociaux dans le 13-14, peut-être le 15-16, parlons de nous du 13-14, alors ça veut dire que tous les élus du Front National, quand ils sont concernés par des votes sur ces mêmes questions, et là il y a un vote sur le 12e, dans les secteurs où nous demandons, nous, que le logement social soit plus développé, ils devraient voter pour. Et j'ai été vérifié. Vous ne votez jamais pour, nulle part. Bon, alors vous allez me mentir, mais faites attention parce que j'ai vraiment vérifié. Et je sais que vous votez contre partout, donc vous voyez, c'est démagogique. Ici, vous nous dites, non, mais c'est pas le problème, c'est qu'on ne les veut pas chez nous. Il faudrait que ce soit réparti. Mais en fait, vous ne les voulez pas, nulle part, en tout cas en tant que parti. Là, vous êtes la maire de ces arrondissements, donc ce n'est pas le parti qui concerne. Je sais bien, mais je voudrais avoir votre opinion. Parce qu'il y a un problème de cohérence, et c'est vrai que depuis 3 ans, j'aurais dû vérifier. Quelqu'un qui est très proche de moi m'a dit, va vérifier. Je suis allé vérifier, parce que c'est une question qui est décisive. On ne peut pas débattre tel que nous le faisons depuis des années, avec l'argumentation où vous arrêtez en définitive en disant non, pas chez nous, alors que le parti qui vous a élu, enfin qui vous a présenté et auquel les citoyens ont porté leur suffrage, font cette politique-là sur l'ensemble de Marseille, et je suppose sur l'ensemble du pays, parce que ça doit se généraliser ailleurs, mais au moins pour Marseille. Il va y avoir une élection municipale dans 2 ans, nous en avons parlé. Quel sera le programme du Front National à cette occasion? Est-ce que ça ne sera pas dans les 13-14 parce qu'il y en a trop? Ou est-ce que ce sera, il n'y aura plus de logement social sur Marseille en général? C'est une question qui, quand même, demande d'être posée. Je résume, madame, ma question. Le problème n'est pas la discussion sur les montages financiers, sur les bilans de l'ANRU et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur toutes ces questions-là. Si on avait le temps un jour, on pourrait en débattre. Mais laissons cette question de côté. La question n'est pas que nous savons déjà qu'il y a trop de logements sociaux dans nos arrondissements. La question est, sur le plan des principes généraux, est-ce que oui ou non, dans ce pays, il doit y avoir une politique du logement social avec la concrétisation sur Marseille du fait que les arrondissements qui ne prennent pas leur part la prennent, et que donc, sans démagogie, vous votiez, que nous votions tous en faveur de cette politique, y compris dans ces arrondissements-là. Je vous ai vu, monsieur Maria Lucie. Madame la maire, je sais qu'est-ce que vous allez me répondre, mais j'ai sous les yeux le compte rendu de la séance précédente. Et je vous lis la question que je vais vous poser. Est-ce que vos collègues élus du Front National qui siègent dans les conseils d'arrondissement des 4, 5, des 6, 8, des 9, 10 votent pour les logements sociaux construits dans ces secteurs? Donc, mon collègue Samy Joshua a été vérifié, je vous avais interpellé, mais je pense qu'il y a une très bonne question, et c'est vrai que ce n'est pas à vous qu'on se doit de la poser. Vous défendez vos arrondissements, vous avez une position, vous avez une position sur le logement social. Je vous ai indiqué à plusieurs reprises que Mme Conserraman et moi-même avions également la position de dire que nous avons suffisamment de logements sociaux dans ce secteur, répartis selon répartition. On s'abstient parce qu'on considère qu'il y a aussi énormément de personnes qui ont besoin de se loger. Je vous avais fait une proposition très concrète, c'est ce qui se fait à Paris. À partir de 800 mètres carrés, on met un quota de 25% de logements sociaux, quelle que soit l'opération immobilière, que ce soit dans le 8e arrondissement, dans le 9e, dans le 10e, peu importe. Mais là, nous avons le président du groupe Front National, candidat à la mairie de Marseille ici. Donc c'est une très bonne question qu'a posée M. Samy Joshua. Est-ce que M. Stéphane Ravier, est-ce que vous nous confirmez bien que dans l'ensemble des conseils d'arrondissement, vos élus votent systématiquement contre les logements sociaux, y compris dans les secteurs de droite? Et est-ce que donc vous êtes, vous, en tant que leader du Front National, contre les logements sociaux dans cette ville? Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on les construit? Qu'est-ce qu'on fait? Dois-je répondre au procureur Marie? Parce qu'à partir du moment où je commence à prendre la parole, après on n'est pas couché. Donc je pense que je m'abstiendrai. Je voudrais compléter le propos de M. Joshua. Il vient de dire effectivement que les logements sociaux sont mal répartis. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que si on regarde les conseils municipaux précédents, on voit que maintenant il y en a de plus en plus dans les autres arrondissements. Ça, c'est là. Voilà, Madame Coranger, vous avez bien raison de le dire, c'est la loi. Donc, mais effectivement, il fut une époque où c'était le cas.
Et il fut une époque aussi où, effectivement, la majorité à laquelle j'appartenais votait contre l'ensemble des logements sociaux, quel que soit le territoire. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce qui m'étonnait, c'est voter contre les réhabilitations de logements qui existent déjà. Parce que là, on ne participe plus à la bétonisation, ce sont des logements insalubres qui existent déjà. Pourquoi on va s'opposer à la réhabilitation d'un logement? Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est clair et net. Cette position, elle est certes incohérente. Mais quelque part, il y a une cohérence. Le gros de l'électorat du Front National des 13e et 14e arrondissements, ce sont des noyaux villageois. Vous savez comme c'est, les noyaux villageois, certaines personnes qui ont, par exemple, un espace vert devant chez eux, et ils veulent rien d'autre. Ils veulent garder que leur espace vert, c'est un peu légitime. Ils ont investi les économies de toute une vie dans leur maison, et devant chez eux, il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'électoralisme. On dit, ah mais vous n'en voulez pas, ben nous non plus, d'ailleurs on est contre. Parce que ce qui fait la politique du 13-14, ce sont les associations, les collectifs, les comités, les syndicats. Mais il n'y a pas de ligne politique dans le 13-14, monsieur Joshua. On dit au peuple ce qu'il veut entendre. Et ça, je l'ai vécu, et ça, je l'ai vu. Vous pouvez revenir à l'objet du rapport, on flatte, j'allais dire, les bases d'un système, monsieur Joshua. Voilà. Voilà la ligne politique du 13-14, et on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, même si ça n'est pas possible. Eh bien oui, je suis dans le sujet, madame Danjo, je suis dans le sujet. C'est la raison pour laquelle je voulais dire aussi une dernière chose. Les logements sociaux dont on ne veut pas, dont la majorité ne veut pas. Quand madame Cordier préside la commission logement, il fut un temps où j'arrivais la veste chargée de post-it. Parce que les logements sociaux ont voté contre, mais on ne manquait pas de candidats, ça, pour le coup. Voilà. Et je remercie Madame Cordier, même si on s'est déjà attrapé plusieurs fois, et des fois même de manière assez virulente. Voilà. Je remercie Madame Cordier d'avoir eu la bienveillance de nous octroyer une bonne partie d'entre eux. C'est qui a les post-it maintenant? On va tout apprendre, hein. Moi, je parle de post-it. Comme il y a beaucoup de demandes, il y a également beaucoup de logements qui sont non occupés aujourd'hui, pas de post-it. Donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit, sur ce que M. Rabier vous disait quand il était maire, et donc je ne vais pas répéter à chaque fois pourquoi nous ne votons pas les logements sociaux dans notre secteur. Quant à ce qui concerne les autres, je vais y arriver, concernant les autres secteurs de la ville, je vous laisse demander directement aux personnes concernées. Ceci étant dit, nous allons procéder au vote de ce rapport s'il n'y a plus d'observation. Donc, qui est pour? Eh bien, il y en a qui changent de chemise rapidement. Monsieur Majo, donc, est pour. Elle est toute propre cette fois. Cette fois, elle est propre. Elle semble mauvais pour moi. Monsieur Rabia, vous n'avez pas levé la main, vous êtes pour? Notez dans le procès verbal les constructions de logements sociaux. Pour le rapport 25, est-ce que vous êtes pour ou pas? Je demande à ce que les réflexions soient notées dans le procès verbal de Madame Asténuti. Donc on va recommencer. Qui est pour le rapport 25? Levez la main que je le vois bien. Voilà. Monsieur Joshua, Monsieur Majo, Madame Sakia, Monsieur Méran l'a demandé. Qui est contre ce rapport? Donc la majorité et Monsieur Rabia. Vous n'avez pas demandé les abstentions. Qui s'abstient? J'en viens. Socialiste, Europe Écologie. Abstention. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, Monsieur Georgie. On va faire le 18-26 7S et 18-27 7S qui correspondent à la même chose. Le premier rapport concerne la prorogation jusqu'au 31 mars 2019 de la Convention de délégation de services publics relative à la gestion des maisons pour tous. En ce qui nous concerne, il s'agit de la maison des familles et des associations 13-14 située avenue Salvador Allende, dans le 14e arrondissement. En effet, suite au lancement d'une procédure afin de renouveler la délégation de services publics des maisons pour tous, MPT, de la ville de Marseille, il s'avère que cet équipement fait partie d'un lot déclaré sans suite. Voir les détails sur le rapport. En conséquence, il est proposé, afin d'assurer la continuité des services publics le temps de mener à bien la procédure de renouvellement des conventions de CMPT, de proroger de 10 mois les conventions actuelles. Pour le second rapport, a pour objet l'approbation du principe des délégations de services publics pour l'animation et la gestion des MPT et d'autoriser la relance de la procédure de délégation de services publics. En ce qui nous concerne,
Il s'agit toujours de la maison des familles et des associations de 13-14 situées à l'avenue Salvatore Agnelli. Madame le maire, je demande de mettre ces rapports au voie. Merci, monsieur Georgie. Monsieur Joshua, vous avez la parole. Merci, madame le maire. Je ne voterai pas la même chose pour les deux rapports. Voilà. Je sais bien que vous allez répondre au fur et à mesure, vous avez compris. Nous sommes défavorables au principe de cette délégation de service public pour gérer ce genre de structure. C'est une aberration, voilà, parce que c'est vraiment des structures sociales qu'on va faire gérer par des gens qui vont échapper au contrôle de la société. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, pour tous les rapports, les deux suivants aussi, vous concernent à peu près le même nombre de questions. Nous sommes défavorables à ça. Nous allons voter contre ça. Par contre, après, il y a une question d'urgence. C'est le premier rapport. C'est-à-dire le fait de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vu que personne ne s'est porté candidat pour arriver à continuer à gérer, dans ce cadre-là, la maison pour tous de Salvador Allende, il faut bien que ça continue. Donc, sur ce premier rapport, on va s'abstenir parce qu'on est contre le principe, il faut que ça se poursuive. Pour le reste, nous voterons contre. Et je vous informe, madame le maire, j'ai vu une chose qu'il ne faut pas faire. J'ai bien noté sur mon smartphone, pour reprendre la discussion que nous avions eue juste tout à l'heure, les populations ne sont pas rassurées du tout sur la question de la crèche. Parce que ce qu'il a réalité dit, c'est la chose suivante, comme vous l'avez dit là, c'est-à-dire vous allez faire 3 propositions et on verra ce qu'on peut faire. On ne leur a absolument pas garanti que oui, il y aura une solution. Donc je vous mets en garde, j'espère qu'on sera tous aux côtés de ces populations pour dire on ne lâchera pas le morceau tant que tout le monde n'aura pas une place en crèche dans des milieux que l'on franchement particulièrement besoin. Je vous remercie pour cette précision. Et y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport? Sur ces deux rapports, pardon. Non. Donc nous allons passer au vote. Donc le premier rapport, qui est le 18-26, qui est pour? Uniquement ici, madame. Monsieur Morand Porté, monsieur Macron à la moquette. Avec et monsieur Rabia aussi. Monsieur Marie, le rapport 10, vous êtes sur le rapport 18. Je suis sur le 18-26, pardon. Oui, favorable. Alors, monsieur Marie et madame Montserrat aussi favorable. Qui est contre? Et qui s'abstient? Donc, monsieur Joshua. Abstention du front de gauche. Rapport suivant, donc pas même vote pour tout le monde. Donc, qui est pour le rapport 18-27? Qui est pour ce rapport? Il faut se réveiller, le conseil est presque fini. Donc sur la droite, ils sont pour, socialistes également. Qui est contre? Et qui s'abstient? Alors, monsieur Joshua est contre le rapport 18-27. Donc pas d'abstention, le rapport est donc rejeté. Rapport 18-28, monsieur Georgie. Ce rapport a pour objet l'approbation de l'attribution des délégations de services publics des maisons pour tous aux associations pour une durée de 6 années, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2024. En ce qui nous concerne, il s'agit de l'association Ensemble pour l'innovation sociale, éducative et citoyenne EPISEC pour la maison pour tous échelle 13 et l'association Synergie Family pour les maisons pour tous de la Morelle et celle des Olives la Marie. Madame la maire, je demande de mettre le rapport au point. Merci, monsieur Georges. Y a-t-il des observations? Bon, eh bien, nous allons passer au vote de l'avant-dernier rapport. Qui est pour ce rapport? Qui s'abstient? Et qui est contre? Le front de gauche. Alors avant de passer à l'examen du dernier rapport, je remercie toutes les personnes qui sont venues assister à ce conseil. Je remercie madame la sténotypiste, madame la camérawoman, le secrétariat des élus avec à la tête Michel Ablot, directeur général des services monsieur Bosca, directrice de cabinet madame Arms et les personnes qui organisent ce conseil pour nous. Je vais demander donc à monsieur Georgie de présenter le dernier rapport. Alors, ce dernier rapport a pour objet l'approbation de l'autorisation donnée de M. le maire de Marseille de saisir pour avis préalable le comité technique concernant la gestion en délégation des services publics de la future maison pour tous de Saint-Just.
En effet, la ville a lancé la construction de cet équipement qui sera situé traverse Signoret, dans le 13e arrondissement. Le bâtiment devrait être livré fin 2019. Un avis sur la gestion des délégations de services publics de la future MPT de Saint-Just sera recueilli auprès de la commission des services publics locaux et du comité technique. Madame le maire, je vous demande de mettre le rapport au voix. Et on va terminer sur une demande de prise de parole de M. Marie. Très court, je vous rassure. Oui, Madame le maire, donc vous avez noté que cette future maison pour tous va être installée dans la traverse Signoret. La traverse Signoret, c'est la traverse qui mène au parc Corot. Donc je suppose que vous connaissez les difficultés que rencontre le parc Corot, donc elles ne sont pas récentes, hein, c'est des difficultés qui datent de plusieurs années, je dirais même de plusieurs décennies. Mais là, les difficultés se sont accentuées. Hein. Donc je voulais savoir, vous qui écrivez beaucoup, est-ce que vous avez saisi les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez... quelle a été votre action sur ce dossier du parc Corot? Est-ce que vous avez sensibilisé la préfecture de police, Madame l'adjointe déléguée à la politique de la ville de la métropole? Est-ce que vous avez agi sur ce secteur où les habitants se sentent un petit peu abandonnés des pouvoirs publics? Les courriers ont été envoyés, malheureusement aujourd'hui il y a pas eu de retour sur ces demandes. Vu la problématique, on est dans une propriété privée, enfin on ne va pas refaire l'histoire du parc Corot, donc c'est quelque chose qu'il faut traiter sérieusement. Je pense que Mme Corsier est au courant également, tout le monde de toute façon est au courant de cette problématique. Donc je pense que j'espère du moins que des dossiers sont à l'étude pour sortir cette copropriété de cette dégradation et de ces immondices que l'on qualifie même plus d'immondices tellement qu'il y en a. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, la mairie du secteur n'a pas la clé pour régler ce problème, mais sachez qu'on y est vigilant et attentif également. Je vais donc... Pardon, aucun pouvoir, la mairie du secteur, par rapport au montage. Oui, madame la maire, chers collègues, M. Marie, il ne faut pas instrumentaliser les choses. Vous êtes au courant, d'accord? Si vous n'êtes pas au courant, si vous arrêtez d'aller traîner sur les stades, d'aller là, je pense qu'il y a 17 étages des deux tours, ne vous inquiétez pas. Non, mais là, ça va pas, je suis moi, je veux dire, à un moment donné, je ne cherche pas à défendre, c'est l'État qui a la main là-dessus. Le préfet a pris la main là-dessus, il a nommé l'administrateur judiciaire. Il y a eu des réunions, on a été un certain nombre d'élus à participer. Je ne peux pas vous laisser dire aujourd'hui, d'accord, que rien n'est fait. Par personne, en plus, c'est l'État. C'est même pas la ville, c'est même pas le mairie de secteur, ni le département, ni la région, c'est l'État qui a pris la main. Et donc, il y a un administrateur judiciaire qui a été nommé. Il y a des débordements qui ont été faits récemment, dans la presse. C'est un endroit qui est dégradé, mais depuis très longtemps. D'accord ? Voilà, depuis très longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses elles mettent du temps. Certes, elles mettent du temps. Il y a aussi Maison Blanche, il y a les rosiers, on pourra en parler quelques-unes chez nous, enfin ailleurs aussi. Donc les choses mettent du temps, il faut laisser du temps, il ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que le préfet a bien pris la main là-dessus, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais vous savez, quand l'État prend les choses, ça fait un rouleau compresseur et ça avance. Donc je ne crois pas que ça soit avec, j'ai personne à défendre ici, mais honnêtement, l'État s'en occupe, le préfet a pris la main, on peut laisser faire les choses sereinement. Et contrairement, je voudrais rajouter quelque chose, Madame le maire, parce que ce dossier, j'y tiens, parce que ça fait des années, des décennies que je parle du parc Corot, puisqu'on a été à l'origine du premier dynamitage de la tour. C'était la première tour qui a été démolie à Marseille, c'était une tour qui était privée, et c'était au parc Corot. Et contrairement, et là je dois l'affirmer, parce que ça m'a passablement énervé au moment où je suis devenu élu, où j'ai appris que tout ce qu'on m'avait dit de vos anciens amis, monsieur Marie, qui m'avait dit que c'était dans le cadre de la politique de la ville, que le département, les élus consécutifs m'ont dit que ce dossier du parc Corot il était éligible et élu au cadre de la politique de la ville, qu'aucune démarche n'avait été faite, mais que beaucoup de déclarations à la population avaient été faites en disant on prend votre problème en main. Et parce que j'ai alerté Mme Fructus, parce que j'habite Saint-Just et que ça m'a énervé, ça a été pris dans le cadre de la politique de la ville, et heureusement qu'il y avait Mme Fructus. M. Ravier critiquer Mme Fructus comme vous voulez, mais au moins elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire, donc de s'occuper de cette copropriété qui était que des promesses dans le vent pendant des décennies et des décennies. Et si on en est arrivé là, c'est bien parce que certains élus n'ont pas vu leur job. Merci pour ces précisions, Mme Cordier. Monsieur Mourant.
Y a-t-il d'autres observations? Non, alors je ne vais pas rentrer dans le rapport. Je vais donc passer au vote de ce rapport parce que nous ne l'avons pas voté. Donc le dernier rapport, qui est pour? Qui est contre? Le front de gauche. Donc, le rapport est donc adopté. Je vous remercie à toutes et à tous. Et comme l'a souligné tout à l'heure M. Garcia, si le cœur vous en dit, la mairie recevra ce week-end le 2e festival de la capoeira. Vous êtes tous et bienvenus. Merci.